Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette plongée au cœur du plus grand combat de poids lourds intellectuels de toute l'histoire des sciences. Il faut vraiment s'imaginer le décor. On réunit les esprits les plus brillants du XXe siècle dans une même pièce pour débattre. Et on ne parle pas d'une simple petite équation au tableau, non, on parle de la trame même de l'univers. D'un côté, on a la certitude hyper rassurante de la cause et de l'effet. De l'autre, un monde complètement dingue, vertigineux, régi par le pur hasard. L'enjeu de cette confrontation monumentale, c'est tout simplement la nature de la réalité elle-même. C'est parti. Pour bien comprendre, on démarre tout de suite avec cette citation absolument frappante d'Albert Einstein, qui date de 1924. Il y dit texto qu'il trouve intolérable l'idée qu'un électron puisse choisir de son plein gré où et quand il bouge. Il va même jusqu'à dire qu'il préférerait bosser comme cordonnier ou employé de casino plutôt que d'être physicien si ça devait être vrai. C'est fou, non ? Ça résume parfaitement le rejet viscéral, presque épidermique, qu'Einstein ressentait face aux probabilités. Pour lui, la nature, ça doit obéir à une stricte causalité. Point barre. L'idée qu'une petite particule puisse se comporter de manière aléatoire, c'était littéralement une insulte à la logique de l'univers. Partie 1. L'aube de la révolution quantique. Et pour comprendre cette résistance farouche d'Einstein, il faut replonger au milieu des années 1920. C'est le moment très précis où la physique classique, qui était jusque-là si bien rangée, se fait complètement retourner. Les découvertes s'enchaînent alors à une vitesse hallucinante. En 1925, bam, Werner Heisenberg débarque avec sa mécanique matricielle. L'année d'après, en 1926, Erwin Schrödinger propose sa fameuse mécanique ondulatoire. Et juste derrière, en 1927, le principe d'incertitude vient couronner tout le truc. En à peine 3 ans, c'est l'intégralité de notre façon de voir l'infiniment petit qui est réécrite de A à Z. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ce tout nouveau cadre de la mécanique quantique prend les belles trajectoires continues et prévisibles et les jette purement et simplement à la poubelle. Terminé. L'énergie s'échange maintenant par petits paquets discrets et on ne peut plus décrire la matière qu'avec des probabilités statistiques. En gros, on ne calcule plus des certitudes, on calcule des chances. Le décor est planté pour une collision idéologique massive. Ce qui nous amène à la partie 2. 2 visions du monde. Parce que ce changement de paradigme radical va carrément diviser la physique en 2 camps, portés par 2 titans de la science. Et cette diapositive illustre brillamment tout le problème. D'un côté, on a Albert Einstein, qui reste fermement accroché à une vision mécanique du monde. Pour lui, le déterminisme est strict. La réalité existe de façon super objective, avec des variables bien cachées, qu'on soit là pour la regarder ou non. Mais de l'autre côté, on a le Danois Niels Bohr, le fameux architecte de l'interprétation de Copenhague. Et lui, il soutient un truc de dingue, les propriétés de la matière n'émergent qu'au moment exact de l'observation. Il introduit aussi l'idée de complémentarité. 2 mondes, littéralement, irréconciliables. L'épicentre de cette fracture intellectuelle, il s'incarne parfaitement dans le principe d'incertitude. Concrètement, cette équation nous dit qu'il est physiquement impossible de connaître avec une précision absolue et en même temps la position et la vitesse d'une particule. Bohr adore ça, il y voit une règle fondamentale et incontournable de la nature. Mais Einstein, c'est un grand nom. Pour lui, ce n'est pas une règle, c'est un gros bug. C'est la preuve évidente que la théorie quantique est bancale et complètement inachevée. Partie 3, le choc de Solvay en 1927. Et là, l'ambiance devient électrique. C'est lors du 5e congrès Solvay, à Bruxelles, que ces 2 géants vont s'affronter publiquement pour de vrai. Le ring est prêt. Einstein, qui ne lâche jamais le morceau, ouvre les hostilités avec une expérience de pensée redoutable pour piéger la théorie. Imaginons une particule qui traverse une fente très fine pour aller taper sur un écran. Pendant son vol, elle est décrite comme une sorte de vague de probabilité un peu étalée. Mais à la seconde où elle touche l'écran, boum, toute la probabilité de la trouver ailleurs s'effondre instantanément à 0. Pour Einstein, cet effondrement instantané est absurde. Ça impliquerait une sorte d'action magique à distance, une télépathie de la matière qui viole carrément ses propres lois de la relativité. Mais Niels Bohr est loin d'être un amateur. Sa parade est un véritable chef-d'œuvre. Il explique, très calmement, que pour que la critique d'Einstein tienne debout, il faudrait pouvoir mesurer la position exacte de l'écran avec une précision infinie. Sauf que, et c'est là que c'est génial, le simple fait de mesurer l'écran macroscopique va altérer sa propre position. En gros, la tentative même de prouver le secret de la particule détruit irrémédiablement le phénomène qu'on veut observer. Une riposte juste parfaite. L'intensité folle de ce congrès bruxellois est merveilleusement résumée par cette anecdote du physicien Paul Ehrenfest. Il raconte que c'était littéralement comme une partie d'échecs au quotidien. Tous les matins, tel un diable sortant de sa boîte, Einstein attaquait avec un nouvel exemple inédit. Et tous les soirs, Bohr, émergeant des nuages de fumée de sa pipe, trouvait inlassablement l'argument massif pour broyer l'objection de son rival. Un vrai match de légende. On avance jusqu'à la partie 4, la boîte à lumière. L'histoire connaît un rebondissement spectaculaire 3 ans plus tard, en 1930. Einstein fait son grand retour au 6e congrès Solvay avec ce qu'il considère être l'arme absolue. Le mécanisme imaginé ici est d'une élégance diabolique. L'idée,
c'est de prendre une boîte remplie de lumière équipée d'une petite horloge connectée à un clapet. L'horloge ouvre le clapet à un temps hyper précis pour laisser filer un et un seul photon. Ensuite, il suffit de peser la boîte avant et après cette évasion. Avec la fameuse formule E égale mc², le poids perdu donne la quantité d'énergie exacte du photon. Résultat théorique, on connaîtrait en même temps l'énergie et le temps précis de sortie. Le contournement parfait des lois de l'incertitude. Là, c'est le coup de massue. C'est l'état de choc total dans le camp de bord. Les témoins racontent avoir vu un Bohr complètement désemparé qui passait d'un collègue à l'autre en marmonnant que, si Einstein avait raison, c'était carrément la fin de la physique moderne. S'ensuit une dramatique nuit blanche pour le savant danois qui va s'arracher les cheveux pour trouver la faille. Et au petit matin, la solution éclate. Une victoire avec une ironie complètement folle. Bohr trouve la réplique en utilisant la propre théorie de la relativité générale d'Einstein. Il démontre que pour peser la boîte, il faut bien qu'elle se déplace dans un champ gravitationnel. Or, la gravité déforme l'écoulement du temps. Donc, le simple fait de peser la boîte va dérégler l'horloge à l'intérieur. Cette petite interférence temporelle crée exactement le niveau d'incertitude requis. La mécanique quantique est sauvée grâce aux propres lois d'Einstein. Extraordinaire. Partie 5. L'héritage d'un duel. Après cette sacrée claque, Einstein finit quand même par accepter que les mathématiques de la mécanique quantique tiennent debout. Mais attention, il est tenace. Il refusera, jusqu'à son dernier souffle, de croire que cette théorie bizarre est la vérité finale de notre univers. L'année charnière où le débat prend sa forme définitive, c'est 1935. Accompagné de Podolsky et Rosen, Einstein lâche le célébrissime article EPR. C'est un énorme changement de stratégie. L'argument ne porte plus sur l'inexactitude de la théorie, mais sur son incomplétude. En gros, il dit « Ok, ça marche, mais il manque des pièces au puzzle ». Voici comment fonctionne cet argument EPR. Tout repose sur l'intrication quantique. L'idée part du principe que deux objets super éloignés ne peuvent pas s'influencer instantanément, plus vite que la lumière. Imaginons deux particules liées, qui partent très loin l'une de l'autre. Selon les maths quantiques, mesurer la première nous permet de connaître instantanément l'état de la seconde. Et ce, sans l'avoir touchée. Pour Einstein, si on peut connaître une propriété à distance sans la perturber, c'est que cette propriété existait déjà secrètement depuis le début. Et puisque la théorie quantique ne le dit pas, c'est bien qu'elle est incomplète. Face à cette nouvelle attaque redoutable, la défense de Bohr évolue de la physique pure vers la philosophie. Il concède qu'il n'y a pas d'influence magique instantanée, par contre il parle d'une perturbation sémantique. Le simple fait de fabriquer un instrument pour mesurer la première particule redéfinit instantanément l'ensemble du système et les mots mêmes qu'on a le droit d'utiliser pour la seconde. C'est une pirouette intellectuelle complètement fascinante. Mais avouons-le, ça laisse la question d'une réalité objective, concrète, totalement en suspens. Ce qui nous amène à la partie 6, quelle est la réalité ? Il faut bien réaliser que ce débat mythique ne s'est pas du tout évaporé dans les années 30. Aujourd'hui encore, cette fracture épistémologique fait bouillonner les cerveaux dans les laboratoires du monde entier, avec des expériences toujours plus dingues sur l'intrication. Einstein n'a vraiment jamais dévié de sa ligne, très bien résumée par son rejet de l'attitude positiviste « être, c'est être perçu ». Pour lui, c'était juste insupportable de penser que la Lune pourrait ne pas avoir de position précise ou d'existence solide simplement parce qu'aucun astronome n'est en train de la pointer du doigt. Le vertige reste donc total, et la grande question est toujours là, vertigineuse. Notre univers a-t-il une existence dure, objective et immuable, complètement indépendante de nous ? Ou bien est-ce le simple regard humain, l'acte d'observation en lui-même, qui force ce monde quantique brumeux à prendre une forme concrète ? Eh bien, c'est tout pour cette explication de la bataille scientifique du siècle. Pour soutenir ce genre d'exploration des mystères de l'univers, il ne faut surtout pas oublier de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne. Surtout, la discussion doit continuer. Qui d'Einstein ou de Bohr détenait la vraie clé de la réalité ? Le débat est ouvert, on se retrouve dans les commentaires.